De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là, bienvenue sur rmc.fr, sur le site et sur les applis RMC pour De quoi je me mêle, et bienvenue aussi en version vidéo sur 01nettv.com, sur YouTube. Très heureux de vous retrouver en ce vendredi pour évidemment votre rendez-vous dédié à toute l'actu high-tech du week-end, avec tout à l'heure, il revient à peine de Cupertino, il a atterri il y a quelques minutes, il sera avec nous dans De quoi je me mêle. Pierre Fontaine de la rédaction de 01net.com nous donnera son premier ressenti concernant les nouveaux iPhones. Il les a touchés, il les a manipulés, il nous dira ce qu'il en pense. Ce sera dans une vingtaine de minutes environ. Puis je vous rappelle que vous pouvez à tout moment réagir à De quoi je me mêle avec le hashtag DQJMM sur Twitter. Vous pouvez aussi nous suivre sur la page Facebook de quoi je me mêle. Voilà, tout est dit. Merci d'être là. Bienvenue à vous toutes et à vous tous. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. Bien sûr, le club de la presse IT pour commencer. Jean-Sébastien Zanqui, fidèle au poste, quoi qu'il arrive, comme toujours. Bonjour Jean-Sébastien Zanqui. Bonjour François, bonjour à tous. De la rédaction de 01net.com. Et on est très heureux aussi d'accueillir Emmanuel Paquette. Bonjour Emmanuel. Bonjour François. Journaliste spécialisé dans la tech à l'Express et qu'on retrouve avec beaucoup de plaisir pour cette rentrée. Merci, de même. On apprécie toujours les analyses pertinentes d'Emmanuel Paquette. D'autant que là, Emmanuel, on va avoir besoin de toi. On a pas mal de choses là sous la main. Oui. Et on va commencer bien sûr par l'événement de la semaine, c'est la keynote Apple que vous avez peut-être pu suivre sur 01net TV en direct. Vous avez été d'ailleurs très très nombreux à nous suivre. Alors évidemment de nouveaux iPhones, on va en parler. On en parlera tout à l'heure plus longuement avec Pierre Fontaine. Et puis des services, oui. Jean-Sébastien Zanqui. On en sait un petit peu plus sur la stratégie d'Apple concernant ces services qui représentent une part du gâteau de plus en plus importante. Et après Emmanuel nous donnera son avis là-dessus. Oui, c'était riche d'enseignements finalement cette keynote. Il n'y avait pas seulement les iPhones comme on a l'habitude de voir en septembre tous les ans. On sait maintenant depuis quelques temps que Apple investit beaucoup sur les services, pardon. Et effectivement, ça y est, là, Apple a annoncé les dates de disponibilité et les prix surtout de ces deux prochains services qui vont être lancés. Donc le premier, ça sera Apple Arcade, qui est lancé donc le 19 septembre sur iOS 13, le 30 septembre sur iPadOS et tvOS, et puis ensuite en octobre pour macOS. Alors donc c'est très bientot, c'est demain. Voilà, tout à fait. Donc le 19 septembre, ça correspond à la date de commercialisation des prochains iPhones. Ce service sera disponible à 4,99 € par mois, avec les 30 premiers jours gratuits. Alors qu'est-ce qu'on va avoir avec ce service ? C'est une centaine de jeux disponibles et accessibles de manière illimitée sur l'App Store. Avec un peu un Spotify du jeu vidéo, c'est-à-dire que tant que vous payez, vous avez accès à un catalogue. Tout à fait, avec une centaine de jeux qui sont exclusifs à ce service. Donc ces jeux, vous ne les retrouverez pas ailleurs, vous ne pourrez pas les acheter de manière standalone à côté. Et en plus, il y a un accès donc au partage familial. Donc 6 membres de votre famille peuvent accéder à cet abonnement pour 5 € donc, par mois. D'accord. Ça, c'est pour le jeu vidéo. Tout à fait. Emmanuel, une petite réaction. L'incursion d'Apple dans le jeu vidéo, bonne idée, mauvaise idée ? Alors d'une part, c'était un peu attendu parce qu'il y a eu quand même pas mal de vagues de recrutement de développeurs de jeux vidéo au sein d'Apple. Donc on voyait bien qu'ils étaient en train de se staffer, de s'équiper. Et puis on voyait aussi que l'initiative d'Apple, c'était d'essayer de couper l'herbe sur le pied à différents acteurs dans différents domaines, notamment dans le domaine du jeu, arriver avant Google. Tout à fait. Qui va arriver avec un système Google pas exactement équivalent, mais qui va arriver bientôt là, je crois. Oui, qui arrive également là d'ici quelques mois. C'est ça, exactement. Donc on voit Apple essayer de reprendre l'initiative, puisque je pense que tu en parleras tout à l'heure, mais ils l'ont perdu sur l'iPhone puisqu'il n'est pas 5G. Donc l'idée, c'est on va faire oublier le côté on a un iPhone qui n'est pas 5G et on reprend le lead, on reprend l'initiative sur le contenu avec les jeux vidéo et puis d'autres types de services. Je suppose que tu vas en parler un peu plus tard. Oui, tout à fait. Donc voilà, 5 €, on a accès à une centaine de jeux. Ce qui est intéressant aussi, c'est que l'Apple TV se transforme malgré tout en console de jeux. Tout à fait, oui. C'est ça qui est intéressant. C'est de voir aussi que Apple rend compatible ses périphériques avec les manettes de jeux PlayStation et Xbox One. Donc c'est pas seulement l'Apple TV, c'est aussi les iPhones, les iPads, les Macs, c'était déjà le cas. Donc effectivement, on va se retrouver avec un accès à tous ces jeux sur l'ensemble des appareils Apple. Après, il faut voir si le catalogue arrive à séduire vraiment les gamers, puisque
on imagine qu'il n'y aura pas forcément les grands noms du jeu qu'on peut retrouver sur PlayStation ou sur PC. Et puis on va voir aussi la qualité des jeux, parce que c'est vrai que l'Apple TV n'est pas une console de jeu à proprement parler, hein. C'est un boîtier multimédia. Qu'est-ce qu'il a dans le ventre? Est-ce qu'il peut permettre de faire tourner des jeux? Oui, on peut peut-être s'attendre à ce qu'Apple mette à jour son Apple TV avec les tout derniers processeurs qui ne sont pas pour le moment intégrés dans son boîtier. Ouais, intéressant. En tout cas, on va voir ce que ça donne, et puis surtout quelle vont être la qualité de ces jeux-là. Est-ce que Nintendo, Sony, Xbox ont du souci à se faire? Peut-être pas, parce qu'on ne jouera pas dans la même cour, mais bon, ça va être intéressant de suivre tout ça. Deuxième service lancé, alors qui est peut-être un petit peu plus costaud, enfin qui va peut-être intéresser un peu plus de monde, c'est la vidéo à la demande. Ça y est, Apple se lance, on sait pratiquement tout sur le service. Oui, Apple TV+, donc, qui sera disponible le 1er novembre dans 100 pays, d'un coup à travers le monde. Il sera accessible à 4,99 € et les 7 premiers jours seront gratuits pour tester le service. De la même manière que Apple Arcade, le service est accessible aux 6 membres de la famille. Et en plus, il y a 1 an d'accès offert à Apple TV+, si on achète un iPhone, un iPad, une Apple TV, un iPod Touch ou un Mac. Donc voilà, on voit que Apple est quand même très agressif commercialement avec cette offre-là. On se demandait un petit peu, est-ce que Apple va se calquer sur Apple Music avec 10 $ par mois, 10 € par mois? Est-ce qu'ils vont faire moins cher ou plus cher que Disney+, qui arrive à 6,99 $? Eh bien, en fait, ils font beaucoup moins cher, avec, il est vrai, un catalogue qui est quand même moins étoffé. Il y a seulement quelques dizaines de séries et de films pour l'instant au début, mais Apple quand même investit 6 milliards de dollars dans ce service, donc on imagine qu'il va y avoir quand même du lourd qui va arriver les avec un prochains fonds catalogue aussi, hein. Je crois que Tim Cook a dit qu'il y aura aussi une disponibilité d'un fonds catalogue. Et, voilà, ils ont dû acheter passer des accords avec les grandes majors pour avoir malgré tout quelque chose de plus étoffé. Là, je parlais des Apple Originals. Bien sûr, voilà, c'est ça. Alors ça, évidemment, c'est la production, on va dire, d'Apple. Emmanuel, donc voilà, on voit que Apple marche un peu sur des œufs avec ce service-là, qui est quasi donné, enfin 5 $, c'est pas beaucoup. Ouais. On aurait pu imaginer que ça allait coûter plus cher. Oui, quelle est la stratégie d'Apple? Ça ressemble pas à Apple. Hein. Non, c'est ça. Je pense que la stratégie, c'est effectivement de pousser le hardware, avec des services associés, puisque c'est pas vraiment une société de service Apple en tant que telle, c'est une société de hardware avant tout. Et d'ailleurs, le fait de lier 1 an d'abonnement directement avec les futurs possesseurs des générations d'iPad, d'iPhone et d'iPod peut-être. Oui, iPod aussi. Exactement. Je pense que l'idée, c'est aussi de lier les deux. C'est pas l'un sans l'autre, c'est l'un avec l'autre. Donc ça, c'est une stratégie un peu à part dans l'univers de la SVOD, des services de vidéo à la demande. C'est le premier point. Deuxième point, sur le prix, j'attends de voir un peu, parce que nous, ce qu'on entend, c'est que Disney+, qui va être à 6,99 $ aux États-Unis, aura un prix sans doute plus élevé en Europe. Ça ne sera pas 1 €, 1 $. Pourtant, ils annoncent, je crois, pour les Pays-Bas, qui est lancé en même justement, temps. Ah, Disney m'a appelé plusieurs fois en disant c'est faux, ça sera pas. On n'a jamais annoncé le prix aux Pays-Bas. Okay. Donc voilà. Il y a des rumeurs de marché dont je ne parlerai pas tant que je ne peux pas, qui donnent un prix bien plus élevé que 6,99, mais à voir en Europe. On sera quoi, à 10 €? Un peu moins. D'accord. Voilà, mais pas de certitude pour l'instant. En tout cas, ça sera moins cher que Netflix. Ça sera moins cher que... Ça dépend. L'entrée de gamme de Netflix sera peut-être au même prix. Mais rappelons que pour le prix de l'entrée de gamme de Netflix avec Disney, vous avez 4 écrans, la ultra haute définition, exactement. Ce que vous n'avez pas avec Netflix. Non, il faut être sur le haut. Voilà, c'est ça. Le haut de la bonne. Et dernier point, alors là, qui pose problème, ou en tout cas interroge sur l'ensemble de ces acteurs, c'est la directive des services des médias audiovisuels qui a été votée par le Parlement européen l'année dernière, qui stipule que si un service de SVOD arrive, donc Apple, Disney, il va falloir proposer 30% du catalogue au moins de production européenne. Donc est-ce qu'Apple va acheter, et auprès de qui, des œuvres européennes? Ça, c'est première grande question. Deuxième question, est-ce qu'ils vont produire européen? Mais de toute façon, ils n'auront pas le choix, on est d'accord. Normalement, ils n'ont pas le choix. Ouais. À moins qu'on peut toujours trouver des systèmes de contournement. Alors, je ne sais pas comment aujourd'hui. Ouais, mais je veux dire, ça serait tellement impopulaire pour Apple que ils vont être obligés. C'est hors de question. Voilà, donc nous, on attend la transposition de cette directive qui doit survenir début 2020. Donc là, ils n'ont pas d'obligation, en se lançant tout de suite, à avoir un catalogue de 30%. Et puis, il va falloir aussi participer à la création, avec une création française, avec 17% à peu près du chiffre d'affaires, qui devrait aller à la production française. Donc, le chiffre d'affaires en France. En France, bien sûr, exactement. Donc il y a des particularités. Apple aime bien manipuler les chiffres, c'est ça risque d'être que quelques centaines d'euros. Surtout quand tu lis l'abonnement avec le terminal pendant 1 an, ça va être compliqué. Quelle est la valeur c'est quoi ce qu'on appelle l'assiette de taxation?
Est-ce que c'est les 500, 600, 800, 900 euros du téléphone, l'assiette, ou est-ce que c'est une toute petite partie? Est-ce que c'est 6 euros dans l'assiette des... Enfin, c'est très compliqué. Hein. Donc, je ne sais pas où on va là-dessus, mais il va falloir forcément qu'Apple et Disney s'adaptent à la législation européenne. Et apporte aussi un peu plus de transparence, sans doute. Exactement. Hein. Ouais. Mais d'un côté, c'est plutôt malin d'offrir 1 an d'abonnement à tous les nouveaux possesseurs de devices Apple, parce que ça va gonfler artificiellement en fait, le nombre d'abonnés d'un coup. C'est-à-dire qu'Apple, dans quelques mois, pourra se gausser et se dire, bah voilà, regardez, on a 20, 30 millions de personnes qui sont abonnées à notre service. Exactement. Et moi, j'ai une autre interrogation, mais je n'ai pas la réponse, donc je vous la soumets. Hein, mais qu'est-ce qui va se passer pour la Chine, qui est un marché extrêmement important pour Apple, et dans lequel, en fait, les services audiovisuels à la demande étrangers n'ont pas lieu d'être. Ils sont bloqués aujourd'hui. Donc Netflix n'est pas aujourd'hui en Chine. Disney n'a jamais annoncé arriver sur le Disney+, en tout cas, arriver sur le marché chinois. Est-ce que Apple va réussir à embarquer sur le marché chinois son service de jeu? A priori, oui, mais son service de vidéo à la demande, j'attends de voir, parce qu'il y a des concurrents locaux protégés par le gouvernement. Oui. Voilà, et s'ils n'ont pas le marché chinois déjà, en termes d'abonnés, ça va faire un peu ça va réduire un peu la voilure, pour le coup. Après, la question, c'est est-ce que on est tous capables de s'abonner à autant de services de SVOD? Parce que bon, je pense que ça va faire du mal à Netflix, d'autres, en fait. Il y a Disney, il y a Apple. Est-ce que au bout d'un moment, on va être obligé de sélectionner, hein? Il y a MyCanal en plus. Alors, oui et non. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, la facture moyenne qui est en baisse chez les câbles opérateurs, elle est de $75 par mois. Si tu réaffectes les $75, je me désabonne au câble, ce qu'on appelle les cord cutters, c'est-à-dire je coupe le câble et je bascule sur du Netflix, Disney+. De l'OTT, quoi. De l'OTT, voilà, c'est ça. On considère qu'un foyer américain pourrait en avoir jusqu'à 5. D'accord. Voilà. Donc, et en France, on serait en moyenne pas loin de 2 déjà. Après Canal Play dont tu parlais précédemment, enfin Canal Plus Canal Plus, MyCanal, quoi. Voilà, c'est ça exactement. Netflix, Amazon, puisque aujourd'hui des gens qui sont abonnés à la livraison rapide ont le service de vidéo intégré. Mais c'est pour ça que je le mets un peu à part, parce que on s'abonne pas pour ça, finalement. On s'abonne, et puis ça coûte beaucoup moins cher, hein, c'est 50 € par an, je crois. C'est ça, exactement. Pour la livraison, avoir tout un package en fait, de services. Dont la musique aussi. Et peut-être demain les jeux. Et demain les jeux, il y a du cloud. C'est une offre parcellaire, la musique. Oui, voilà, c'est ça. Il y a beaucoup moins de titres, mais malgré tout, il y a 2 millions de titres, je crois. Voilà, c'est pas mal. Donc effectivement, il faudra voir le degré d'acceptation de je me désabonne du câble ou de chaînes payantes pour arriver sur des offres OTT, et combien? 2, 3, 4, 5. Et dernier truc, et après j'arrête, qu'on voit, c'est des gens qui papillonnent aux États-Unis. Et en fait, je m'abonne à Netflix parce que j'aime bien une telle série, puis je me désabonne, et puis je reviens, et puis je me désabonne. Il est possible que sur Apple, ça soit pareil, en fonction des séries qui peuvent nous intéresser, et sur Disney+ aussi. Donc, on arrive aussi à des systèmes où c'est plus des abonnements où je reste engagé, c'est des offres où on peut partir et revenir. En un clic, on se réabonne. Donc, il peut y avoir une forte volatilité aussi sur ces offres en fonction du type de contenu qui arrive. Ouais. Donc, beaucoup d'interrogations sur l'avenir de ces plateformes. C'est le revers de la médaille de ces offres sans engagement. À moins qu'ils changent les conditions. Mais oui. On verra bien. Un mot sur les devices, même si on va en parler longuement dans quelques minutes avec Pierre Fontaine, qui a testé les produits. Nous, ils ne sont pas encore arrivés à la rédaction de ZeroNet. On ne peut que commenter en fait ces annonces, Jean-Sébastien. Donc 3 nouveaux iPhones. C'est ça, l'iPhone 11 donc, qui est le remplaçant de l'iPhone XR, qui a enfin un double capteur, on a envie de dire, double capteur photo, enfin double module photo. Un peu la concurrence. Voilà, avec une approche un peu différente, parce qu'au lieu d'avoir, comme sur les iPhones actuels, un mode grand angle et portrait, c'est un mode grand angle et ultra grand angle. Donc c'est sympa pour faire des photos de paysages de groupe. Nouveau évidemment processeur puce A13 Bionic, toujours un écran LCD sur l'iPhone 11, et en revanche l'iPhone 11 Pro et 11 Pro Max qui eux ont enfin un triple module caméra. Donc là c'est mode portrait, grand angle, ultra grand angle, avec une nouvelle approche de la photo, un mode de nuit qu'on retrouve aussi sur l'iPhone 11. Donc oui, effectivement, Apple rattrape, on va dire, la concurrence actuelle, notamment chinoise et coréenne, qui a vraiment pris de l'avance sur ce genre de choses. Aussi les pixels, puisque Google sur le mode vision de nuit est vraiment excellent. Voilà, avec une baisse de prix quand même, il faut le noter, sur l'iPhone 11 de 50 €. Maintenant, il est en vente à 809 €, si je ne m'abuse, en France. Il est à 859, voilà, tout à fait. En revanche, le prix est gardé, ce sont les prix identiques sur les iPhone 11 Pro et 11 Pro Max. Voilà. On voit qu'Apple essaie d'être agressif. Sur l'iPhone d'entrée de gamme, qui reste quand même... Qui est le plus vendu. Voilà, Tim Cook l'a rappelé, l'iPhone XR était le plus vendu dans la gamme de l'année dernière. Donc c'est leur modèle phare, finalement. Ouais. Emmanuel, un mot là-dessus? De toute façon, ça suit la tendance. C'est-à-dire que pour la première fois depuis très longtemps, le prix moyen d'un iPhone au sein d'Apple est en train de baisser. Il était de $949 en 2018. En 2019, on est plutôt à $930.
Donc c'est un déclin qui est arrivé et donc on revient au service. Donc l'idée c'est de compenser par l'arrivée des services et de l'offrir dans la base installée d'iPhone et d'iPad. Donc plus d'1 milliard, 1,5 milliard en fait, de terminaux déjà en circulation dans le monde. Donc une base installée énorme à pouvoir monétiser en service. On enchaîne avec Instagram et Facebook qui ont des problèmes avec la vie privée. Alors, c'est pas nouveau avec Facebook. Et ça continue. Et là, on va parler de photos. Oui, tout à fait. Si vous avez un compte Facebook ou Instagram privé, vous imaginez bien que vos photos vont pas se retrouver dans la nature. Ça paraît assez logique. Quand vous publiez une photo, seulement vos amis peuvent la voir. Sauf que c'est pas tout à fait ça, puisque en fait, si on copie-colle l'URL de la photo dans un navigateur et qu'on le transmet par exemple à une personne tierce, qui n'est pas forcément abonné à vos comptes, eh bien, il peut accéder à la photo ou à la story Instagram et Facebook. Tiens. Voilà, c'est BuzzFeed qui a découvert ça. Même si on n'est pas abonné. Même si on n'est pas abonné ou ami avec cette personne-là. C'est BuzzFeed qui a découvert ça. Et alors, pire encore, c'est-à-dire que les stories qui ne sont même plus encore disponibles, par exemple, au bout de 24 heures, les stories sont effacées, vous savez, eh bien, en fait, on peut encore y accéder pendant quelques jours après. Donc, Facebook a réagi à ça en disant oui, mais en fait, c'est pas très différent que si un de vos amis fait une capture d'écran et la partage sur les réseaux sociaux. En fait, oui, c'est un peu différent parce qu'il a quand même accès à l'original de la photo. Mais voilà, donc pour l'instant, Facebook ne réagit pas spécialement et ne compte pas forcément corriger cette espèce de bug qui pour eux n'en est pas un. Voilà, on imagine que c'est une histoire de CDN, vous savez, c'est les Content Delivery Network qui en fait sont multipliés sur la surface du globe pour avoir une rapidité. Voilà, exactement. Donc les contenus sont copiés de l'un à l'autre et parfois quand c'est effacé sur l'un, c'est pas encore effacé en temps réel sur l'autre et ça peut être accessible pendant quelques temps. Mais voilà, ça pose quand même certaines questions à nouveau sur la vie privée des utilisateurs Facebook et Instagram qui se retrouvent avec leurs photos un petit peu dans la nature entre guillemets parce qu'il faut quand même avoir le lien sous la main. Mais en tout cas, c'est accessible par des tiers qui ne sont pas abonnés à vos comptes. Bon, malheureusement pour Facebook et pour en fait tout l'univers de cette grande boîte, ça devient le quotidien. En fait, les bourgs de sécurité, etc. Enfin, je veux dire. Oui, alors effectivement, c'est pour ça qu'ils ont renforcé en interne leur système de sécurité. Aujourd'hui, ils sont vraiment staffés là-dessus. Il y a des grosses équipes, mais c'est vrai que là, c'est quasiment plus de la sécurité parce que copier une URL. C'est vraiment. Faut pas être hacker pour faire ça. Oui, bien sûr, c'est bête comme chou, quoi. C'est ça, exactement. Donc je pense que c'est pour ça que pour eux, techniquement, ça doit être quelque chose de niveau moindre. Et donc c'est quelque chose qui passe en dehors des radars de leur système de sécurité. Oui, souvent les plus grosses failles, c'est celles qu'on ne voit pas. Tout à fait. Évidemment. C'est arrivé il n'y a pas longtemps, je crois. C'était Apple, je crois, où il y avait eu un truc un peu comme ça bizarre. Un truc énorme. Oui, la dernière mise à jour, en fait, juste avant, qui était la 12.4, je crois, qui laissait des trous béants de sécurité ouverts. Il y a eu d'ailleurs un retour du jailbreak avec cette mise à jour-là. Un truc incroyable qui n'arrive plus depuis Apple depuis des années, en fait. C'est assez bizarre. On enchaîne avec Huawei. Et le fameux Mate X dont on parle depuis plusieurs mois maintenant, ce fameux smartphone pliable de Huawei. On en sait un petit peu plus. Oui, alors on en parle effectivement depuis le Mobile World Congress de février dernier. Et donc il n'est toujours pas sorti, toujours pas dans le commerce. Et Richard Yu, donc le patron de Huawei, lors de l'IFA, a sous-entendu que le portable serait commercialisé à partir du mois prochain, donc à partir d'octobre. Donc ça serait quelques semaines seulement après le Galaxy Fold qui va arriver là le 18 septembre. Mais par contre, on ne sait pas encore quelle sera la version qui sera commercialisée parce que en Chine, Huawei a montré à des journalistes chinois une nouvelle version du Mate X qui est équipée du nouveau processeur Kirin 990 qui vient d'être présenté par Huawei et aussi du module caméra du P30 Pro, ce qui n'était pas le cas du module du modèle présenté à Barcelone. Ils ont profité peut-être de tous ces mois d'incertitude pour upgrader en quelque sorte le modèle. Tout à fait. Par contre, on ne sait pas exactement si c'est vraiment ce modèle-là qui sera d'abord commercialisé. On imagine que c'est peut-être le premier modèle de Barcelone qui est commercialisé en premier pour tester un peu le marché et ensuite une mise à jour avec toutes ces améliorations matérielles pour voir si justement ça peut convaincre les gens d'y aller un peu plus parce qu'effectivement, s'il arrive avec le processeur de génération précédente, un appareil photo un peu moins bon que le haut de gamme habituel alors qu'il est plus cher que le haut de gamme classique de Huawei, ça serait un peu difficile d'en vendre.
Et est-ce qu'il aura Android, ce Mate X ? Normalement oui, puisque sur celui-ci, Huawei a eu la licence pour pouvoir utiliser Android, puisque c'est un modèle qui a été présenté avant les soucis avec Google et les entreprises américaines. Huawei qui ne s'en sort pas de cette histoire-là. D'une part c'est compliqué, d'autre part la licence a été étendue encore de 90 jours supplémentaires, fin de mémoire, cet été. Donc, c'est des sursis, on peut parler, voilà, c'est des sursis. Oui, alors ce qui est étonnant, c'est qu'en même temps Donald Trump, le président américain, a tweeté que maintenant c'était fini pour Huawei, le jour où justement ce délai était étendu. Donc, ça ne sera pas le premier tweet un peu bizarre de Donald Trump. Mais du coup c'est vrai que ça a rentré un peu on comprenait plus trop. C'est vrai qu'ils développent leur propre OS, donc Harmony OS, dont on n'a pas encore vu trop la couleur. Mais qui ne réglera pas les problèmes. Parce que en tout cas, pas tout sur tous les problèmes, sur une partie des c'est-à-dire problèmes. que si on a un nouvel OS et qu'on n'a pas les applications que les gens veulent, ça ne sert à rien. Ça sert à rien, non, effectivement. En revanche, on voit que si effectivement ils lancent ce téléphone-là, ils vont avoir quand même un avantage un peu avec l'iPhone 11 en termes de rupture technologique, qui arrivera sur le marché chinois. Donc des téléphones chinois qui seront compatibles 5G, ce qui n'est pas le cas d'Apple. Tout à fait. Donc ça veut dire qu'ils vont probablement gagner du part de marché sur le segment haut de gamme, en local en tout cas en 5G, et puis avec un écran pliable qui est quand même un effet notoire par rapport à une avance notoire par rapport à l'iPhone. Donc deux avantages qu'auront probablement les constructeurs. Donc on n'a pas parlé de Xiaomi, mais ils préparent aussi des équivalents en fait pour le marché chinois. Donc, qu'est-ce que va donner Apple là-bas face à Huawei d'un côté et de l'autre Xiaomi ? Il y a de fortes chances. Les analystes pensent que Apple va perdre encore des parts de marché très rapidement sur ce trimestre-là et probablement sur une partie de l'année 2020 en Chine. Donc, en plus, la contrepartie, c'est que de la guerre commerciale, c'est que les Chinois veulent acheter chinois, donc se détournent d'Apple. Apple, en plus, n'a plus la 5G, n'a pas d'écran pliable. Donc, tout ça fait qu'il y a de fortes chances que ce marché-là, qui était important pour Apple, ne cesse de décliner en fait. Rappelons que c'est l'année prochaine, invisiblement, que tout va s'accélérer pour Apple, avec un nouvel iPhone qui sera en rupture de design, visiblement, par rapport à ce qu'on connaît, et puis qui intégrerait la 5G. Voilà, c'est 2020, l'année en fait, de la rupture pour Apple, qui est en retard par rapport aux autres, mais c'est pas la première fois. Non. On termine avec Google qui fait face à une enquête antitrust géante. Les soucis, là aussi, s'accumulent pour Google. On rappelle le contexte un peu, Jean-Sébastien, quand même. Oui, en fait, Google est sous le joug d'une enquête de 50 procureurs généraux aux États-Unis, donc de 50 procureurs de 50 États différents. Donc c'est presque l'intégralité des États américains, sauf l'Alabama et évidemment la Californie, qui est le berceau de Google et de la Silicon Valley. C'est Ken Paxton, qui est le procureur général du Texas, qui coordonne l'enquête. Il a déclaré pour lui que cette enquête n'est pas un procès, je cite, il s'agit de déterminer des faits, et pour l'heure, nous nous intéressons à la question de la publicité. Donc effectivement, c'est ça le problème, c'est que savoir si Google a une mainmise sur le marché de la publicité en ligne aux États-Unis. Pour rappel, les revenus publicitaires de Google, c'est 48 milliards de dollars en 2019 et 37% de part de marché aux États-Unis. Facebook est derrière avec 22%. Et d'ailleurs, Facebook lui aussi est aussi visé par une autre enquête de 8 États américains. Et puis il y a, on rappelle, des enquêtes de la Chambre des représentants, de la FTC, qui est la Commission fédérale du commerce. Donc on voit que pour l'instant, c'est un petit peu compliqué pour ces grosses entreprises aux États-Unis qui sont un peu sur la sellette par rapport à toutes ces enquêtes ouvertes contre elles. Alors ça se complique aux États-Unis, mais ça se complique aussi en Europe avec, on va dire, Margrethe Vestager qui est, on va dire, l'ennemi numéro un de toutes ces des GAFA en quelque sorte, de toutes ces boîtes qui sont dans la Silicon Valley et qui renforcent son pouvoir. C'est ça tout à fait. Ça, la news. Margrethe Vestager, vous avez peut-être entendu parler d'elle. Depuis 2014, elle était commissaire chargée de la concurrence. Elle a infligé des amendes records à Facebook, à Apple, à Google. Et effectivement, dans la nouvelle Commission européenne, ces pouvoirs ont été renforcés puisque maintenant, en plus, elle coordonnera l'ensemble du programme numérique de l'Union européenne, donc directement sur les sujets qui concernent ces GAFA. Et en plus, elle est vice-présidente désormais de la Commission européenne. Donc c'est aussi une mauvaise nouvelle pour Google et consorts, puisqu'on imagine qu'elle sera très attentive aux pratiques commerciales de toutes ces entreprises. Les avocats là, de toutes ces boîtes-là américaines doivent commencer à frémir, non ? Oui, parce qu'effectivement, il y a déjà eu une procédure contre Google et la publicité en Europe sur le AdSense, donc c'est pas
c'est pas la publicité que vous voyez apparaître sur le moteur de recherche Google, mais ce sont les petites annonces que vous voyez sur les sites tiers, donc des sites d'information généralement. Enfin, pas les pop-up, mais les petites applis. C'est des pubs. Ouais, des petites pubs en bas de page, effectivement, qui sont ce qu'on appelle des publicités contextuelles, donc qui sont adaptées en fonction de l'article que vous êtes en train de lire sur un site de presse, par exemple, et qui là, effectivement, Google aurait imposé son pouvoir pour établir des contrats avec ces sites tiers. Donc c'est plus le rapport entre Google et des sites tiers qui affichent sa publicité que le AdWords qui a été visé par la Commission européenne et qui semble être visé aussi aux États-Unis. Donc ce qui veut dire que l'enquête qui a été couverte en Europe va vraisemblablement être transférée aux États-Unis pour qu'ils aient une base déjà. Donc ils ne vont pas partir de zéro. Il risque d'y avoir d'autres plaintes locales qui vont s'agréger à ça. Donc effectivement, le dossier peut être traité assez vite. En loi américaine. Donc, tout est relatif. Voilà, après, il y aura la procédure peut être extrêmement longue par ailleurs, mais on voit en tout cas qu'un peu partout, Google, Apple, Facebook se retrouvent face aux législateurs et à des abus potentiels de leur position dominante. Bien sûr. Et de tous les continents. Et de tous les continents. Et en plus, ça tue un peu l'argument d'Obama qui, à l'époque, avait dit, au travers d'Apple, de Google, etc., vous essayez de mettre à plat l'hégémonie américaine. C'est ce que disait Obama contre Vestager. Aujourd'hui, c'est les États-Unis eux-mêmes qui ouvrent des enquêtes, donc l'argument de fait est en train de tomber. Voilà, je pense qu'il y a quelques milliards qui doivent être provisionnés. Il y a des chances, ils les ont. Oui, ils les ont, ça c'est clair. Merci beaucoup Jean-Sébastien. Merci. Jean-Sébastien Zanqui, journaliste à zeronet.com, et merci Emmanuel Paquet qui est toujours le bienvenu dans De quoi je me mêle, avec toujours ces analyses pertinentes qu'on peut lire donc dans l'Express. Ce De quoi je me mêle se poursuit dans un instant et on va s'intéresser aux iPhones. Pierre Fontaine revient de Cupertino. Il va nous dire un petit peu ce qu'il en pense car il les a manipulés. Donc vous restez avec nous. À tout de suite. De quoi je me mêle sur RMC.fr et 01net TV.